Donc si vous voulez attraper une dernière tasse, plus de thé que de café, parce que je crois qu'il n'y en a plus trop, et un petit croissant pour vous asseoir, ça serait super. On a déjà un tout petit peu de retard. Donc merci d'être venu sur 4e Café des chercheurs de la Fondation pour la recherche en alcoolologie. Donc c'est un sujet qu'a choisi le comité scientifique. Bien entendu, on travaille en étroite collaboration avec Christian Lafarge, qui est notre président de l'AFRA et qui excuse son absence, enfin nous excusons son absence, puisqu'il n'a pas vraiment pu venir, ce qui est une exception, il est en général très présent. Donc c'est un sujet que nous avons choisi au comité scientifique parce que nous l'avons trouvé particulièrement bien placé aux confins des différentes spécialités qui travaillent sur l'alcool, puisqu'avec le microbiote, on a bien sûr la gastro, mais comme le deuxième cerveau l'indique, il y a une notion probablement comportementale. On attend beaucoup et parfois de manière démesurée. Alors peut-être que tout n'est pas expliqué par les bactéries qui nous inondent, mais en même temps, on voit bien combien ça permet d'avoir une approche différente, décalée, qui permet probablement d'avoir des visions que nous n'avions pas auparavant. Alors quand les sujets sont comme ça compliqués et impliquent plusieurs spécialités, c'est particulièrement important d'avoir des vrais spécialistes qui viennent faire le point, et si possible avec des approches différentes. Et c'est le cas, et comme vous le savez pour les cafés des chercheurs, on fait attention à chaque fois à avoir des gens de l'intérieur, de l'extérieur, des cliniciens, des chercheurs, pour pouvoir justement avoir cette meilleure manière de faire ressortir les choses les plus intéressantes. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Raymond Schwann qui va nous introduire les différents orateurs. Raymond, merci. Déjà, au moins des notes. Merci beaucoup. J'ai en fait l'honneur et l'immense plaisir d'introduire le professeur Emmanuel Effen. Le professeur Emmanuel Effen qui exerce à Besançon. Il travaille au CHU de Besançon. Il est le directeur du Centre d'investigation clinique qui est une unité mixte INSERM et DHOS. Il est directeur de recherche du laboratoire de neurosciences et aussi directeur de recherche dans la Fondation fondamentale et accessoirement président de la FPBN, donc l'association de la psychiatrie biologique en France. Et on se connaît depuis très longtemps. Il a travaillé et travaille sur ce sujet. J'ai pu t'entendre déjà parler là-dessus, ça m'a beaucoup impressionné, c'est ce qui t'a valu cette invitation. Donc, merci d'avoir accepté de venir et je te passe tout de suite la parole. Merci beaucoup Raymond pour ce mot introductif. Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je remercie le comité scientifique de l'AFRA, en particulier Philippe Gorvoud, de me donner l'occasion de venir parler en effet du microbiote et de l'alcool. Alors, je vais vous parler du microbiote et de l'alcool, sachant que je ne suis pas un spécialiste du microbiote ni de l'alcool. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais là ce matin ? En fait, dans le cadre de nos activités de recherche, on s'intéresse en particulier au lien entre les maladies psychiatriques et l'inflammation. Et le microbiote est un bon vecteur, je dirais, entre la compréhension des mécanismes physiopathologiques d'un certain nombre de maladies psychiatriques, l'impact et l'effet de l'inflammation dont je vais vous parler pour partie, et bien entendu, la question qui se pose en termes de quelles nouvelles modalités thérapeutiques peuvent s'ouvrir à nous de par ce nouveau champ d'investigation. Alors, si ça veut bien marcher. Je pense que vous connaissez au moins pour partie le microbiote, puisque c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement à la mode dans un grand nombre de champs disciplinaires en santé et qui ouvre un certain nombre de perspectives aujourd'hui dans le domaine de la psychiatrie et de façon spécifique dans le domaine des addictions.
dont je vais vous parler. Alors qu'est-ce que c'est que le microbiote? C'est un ensemble de micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif, mais il existe en tout cas non seulement des micro-organismes dans le tube digestif, mais à peu près partout. On décrit en effet l'existence de différents microbiotes au niveau de la peau, au niveau de la bouche, etc. Donc ça ne se limite pas à notre tube digestif, même si le microbiote au niveau du tube digestif est très certainement celui qui est le plus important, puisque c'est quand même plus d'1 kilo de bactéries, virus et autres, et que ça représente un total de cellules qui est finalement supérieur au nombre de cellules de l'organisme humain. Donc ce n'est pas rien, cette interaction très spécifique et particulière qui existe depuis sans doute l'aube des temps, et que très certainement la présence des microbiotes a eu un impact important en termes d'interaction réciproque entre l'organisme humain et leur propre fonctionnement. Alors ce microbiote, il est décrit, mais je dirais de façon relativement partielle, même si aujourd'hui les connaissances vont croissantes, en termes notamment de séquençage et d'analyse de l'ensemble de ce microbiote. Alors ce microbiote, il a un rôle direct, il a un certain nombre de fonctions, en effet, particulièrement au niveau de la digestion, mais il est également particulièrement impliqué dans des mécanismes d'intérêt, que sont les mécanismes de la régulation, de l'immunité et de l'inflammation. Et c'est ce pourquoi, en tout cas en psychiatrie, on s'y intéresse. Diapositive suivante. Alors ce microbiote, il est, je dirais, relativement stable à partir du moment où il se met en place. Il se met en place sans doute avant la naissance et puis progressivement il va évoluer, et à l'heure actuelle on considère qu'il est mature vers la fin de l'enfance. On pensait qu'il était mature en quelques années, mais aujourd'hui c'est plutôt, si je ne me trompe pas, les spécialistes me corrigeront, en tout cas vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Et ce microbiote est influencé par un certain nombre de facteurs d'environnement. Il est capable d'évoluer notamment au gré de l'exposition d'un certain nombre de facteurs exogènes, et ces facteurs exogènes peuvent avoir des effets délétères sur le microbiote et générer ainsi une dysbiose qui peut être plus ou moins longue et qui va peut-être dans un certain nombre de cas, évoluer vers la réparation qui est plus ou moins complète ou partielle. Par exemple, l'exposition fréquente et régulière à des antibiotiques a un impact direct sur la qualité et la quantité du microbiote et peut avoir à terme un effet particulièrement néfaste en termes de dysrégulation de ce microbiote. Mais les antibiotiques ne sont pas les seuls facteurs exogènes qui sont à même de moduler et de modifier le microbiote. D'autres facteurs sont à même de le moduler, que sont par exemple des facteurs de stress. Quels que soient, je dirais, ces facteurs de stress. Et ceux-ci sont donc importants aujourd'hui à prendre en compte dans la compréhension de la régulation du microbiote. Diapositive suivante. Alors la première question qu'on peut se poser en effet, c'est quels sont les liens qui peuvent exister entre le microbiote et le système nerveux central, avec la question principe posée en termes de est-ce que le tube digestif est notre deuxième cerveau. Je ne suis pas forcément convaincu par rapport à cette définition, même si on peut penser que sur le plan structural, en effet, c'est très différent. Sur le plan fonctionnel, on peut voir malgré tout que ça pose un certain nombre d'interrogations et de questions, puisque le tube digestif est à même d'influencer un certain nombre de fonctions au niveau central, et donc de réguler un certain nombre de fonctions. Par le biais de quoi ? Ne serait-ce que par le biais du nerf vague, qui a des afférences directes au niveau d'un certain nombre de régions cortico-sous-corticales, et par ce biais, un certain nombre d'informations sont à même de passer directement du tube digestif vers le système nerveux central. Bien sûr, il y a des voies connexes, autres, humorales en particulier, qui sont à même également de diffuser l'information du tube digestif au niveau central, mais si on s'intéresse uniquement au nerf vague, on voit très bien que par le biais en particulier d'un certain nombre de facteurs de marqueurs de l'inflammation, il y a possibilité de modifier tant le comportement que la neurogénèse et surtout la neuroinflammation. Alors ce microbiote, il est important également non seulement dans la participation probable à la régulation d'un certain nombre de fonctions centrales, mais également par rapport au développement du système nerveux central. Puisque, et ça un certain nombre de travaux le montrent bien,
eh bien, les processus de croissance et de maturation du système nerveux central dépendent pour partie du microbiote et de son intégrité. Ce que vous avez sur la partie droite de l'écran, c'est des travaux qui ont été réalisés chez le rongeur. Vous avez des rongeurs contrôle, des rongeurs qui sont privés GF du microbiote et des rongeurs qui ont été privés de microbiote et chez qui on va transplanter à nouveau le microbiote. Et ce que vous voyez, eh bien, notamment sur le graphique, c'est le taux d'ARN messager des gènes qui contrôlent eh bien, la myélinisation. Et on s'aperçoit que chez les souris qui sont privées de ce microbiote, il y a une hyperactivité eh bien, de ces gènes de la myélinisation, ce qui donne, c'est sur la photographie que vous avez juste au-dessus, chez ces souris, une hypermyélinisation, en particulier au niveau du cortex préfrontal, donc une dysrégulation de la myélinisation. Alors bien entendu, quel peut être l'impact de cette dysrégulation? On ne connaît pas l'impact fonctionnel, mais ça interroge malgré tout déjà, ne serait-ce que par rapport à l'organisation structurale du système nerveux central. Diapositive suivante. Donc premier point, il y a un lien. Il y a un lien fonctionnel, il y a un lien de structure entre le microbiote et le système nerveux central. Alors comment est-ce que les choses peuvent apparaître, notamment par rapport à l'exposition aux facteurs d'environnement dont je vous parlais tout à l'heure, en termes de modulation à la fois du microbiote, mais également l'impact de cette modulation au niveau central? Eh bien, comme je vous le disais, les facteurs de stress sont à même d'impacter le fonctionnement du tube digestif, puisque les stress psychologiques modulent un certain nombre de fonctions, ne serait-ce que les fonctions glucocorticoïdes en particulier ou catécholaminergiques. Et par cette modulation, vous allez avoir eh bien, une interférence avec un certain nombre de cellules, en particulier au niveau de la barrière digestive, qui vont modifier leur activité. En particulier, il va y avoir des phénomènes de dégranulation des cellules mastocytaires qui vont avoir un impact au niveau de cette barrière, favorisant l'augmentation de la perméabilité de la barrière digestive. Et qui dit augmentation de la perméabilité, eh bien dit augmentation de la translocation bactérienne. Et cette translocation bactérienne va être à l'origine eh bien, d'une stimulation antigénique qui favorise une réponse inflammatoire. Et c'est cette réponse inflammatoire qui va, pour partie en tout cas, influencer un certain nombre de fonctions au niveau central, bien par le biais notamment d'une cascade qui peut être neurotoxique. Diapositive suivante. En effet, il existe un lien entre l'inflammation et la régulation d'un certain nombre de systèmes au niveau central, ne serait-ce que l'interaction qui peut exister entre les interleukines, les macrophages activés et la cascade de synthèse de la sérotonine, puisqu'il va y avoir, sous l'impact direct eh bien, de ces marqueurs, de ces facteurs de l'inflammation, une modulation de l'activité d'un certain nombre d'enzymes, en particulier eh bien, en faveur de la synthèse d'acide quinolinique, en défaveur de la synthèse d'acide quinurinique, et donc, de par cette modification de la balance quinurinique-quinolinique, eh bien, des effets probablement néfastes via le système glutamatergique, en particulier eh bien, au niveau de la toxicité. Et qui dit neurotoxicité dit bien entendu, en termes de conséquences, une possibilité de modification d'un certain nombre de fonctions, de comportements, ne serait-ce par exemple qu'un certain nombre de fonctions cognitives qui pourraient être altérées par ce biais. Et le lien que l'on peut faire entre stress, inflammation, ces modifications au niveau du système nerveux central, eh bien, peuvent passer en effet par le tube digestif, par le biais en particulier du nerf vague, mais également par le biais eh bien, de ces marqueurs de l'inflammation qui, en générant une inflammation à bas bruit, eh bien, sont à même d'altérer un certain nombre de fonctions. Diapositive suivante. Alors, et l'alcool. Donc, eh bien, comment est-ce qu'il peut y avoir un lien entre microbiote et comportement de mésusage à l'alcool? Donc, d'une part, on le sait, il existe un certain nombre de facteurs de stress qui seraient impliqués dans l'éthiopathogénie du mésusage de l'alcool, en particulier des facteurs de stress précoces, mais également des facteurs de stress répétés au cours de la vie, sachant que ces facteurs de stress non seulement sont à même de moduler, de modifier un certain nombre de fonctions au niveau du système nerveux central, ne serait-ce que par eh bien, l'hyperactivité de l'axe corticotrope, mais également au niveau du tube digestif, comme je vous l'ai montré. Et la modification, très certainement, de la perméabilité de la barrière digestive, avec comme corollaire eh bien, les effets en termes d'inflammation, peuvent également participer à ce phénomène. D'autant que eh bien, l'alcool va avoir un impact délétère supplémentaire au niveau de ce tube digestif et en particulier au niveau de la barrière digestive. Donc vous avez un effet du stress lié à l'impact au niveau du système nerveux central, lié
très certainement également un effet au niveau de la barrière digestive, et bien entendu la consommation régulière et importante d'alcool qui a également un effet surajouté en termes de dysbiose, comme je vais vous le montrer, et donc d'impact potentiel, constituant ainsi une boucle au niveau du système nerveux central. Diapositive suivante. Donc lorsque l'on regarde un peu plus en avant ce que propose le groupe de Tim Harry et ses collègues en Belgique, c'est un groupe qui travaille énormément sur les liens entre la dépendance à l'alcool et le microbiote et l'inflammation. Donc ce qu'il propose comme modèle, en fait, c'est que la consommation d'alcool, comme je vous le disais, va favoriser la modification de la barrière digestive par l'activation des PGN, des LPS, et que par cette activation, eh bien, vous allez avoir un phénomène de dysrégulation d'un certain nombre de cytokines, en particulier des cytokines pro-inflammatoires, et que par l'impact également des PBMC, eh bien, vous allez induire un certain nombre de dommages. Dommages au niveau tissulaire, dommages au niveau central, qui vont sans doute eh bien, avoir un effet négatif par rapport notamment à la persistance du comportement qui est celui de la consommation d'alcool. Et donc cet effet-là, je dirais, est quelque chose, lorsqu'on s'interroge en effet sur le lien entre microbiote et l'alcool, quelque chose d'assez nouveau, puisqu'on peut voir des effets, notamment directs, qui apparaissent. Diapositive suivante. Alors lorsque l'on regarde un certain nombre de travaux relativement récents sur les liens en effet directs entre l'inflammation et l'alcool, qui passerait par justement cette modification au niveau de la barrière digestive, eh bien vous avez ce travail en particulier toujours par le même groupe, puisque Leclerc, c'est le groupe belge, montre notamment eh bien, chez les patients dépendants à l'alcool, fortement consommateurs, eh bien qu'un certain nombre de protéines pro-inflammatoires, en particulier l'IL-8 et l'IL-1 bêta, expliquent une part importante de la variance du craving. Donc ils mettent un lien direct entre consommation d'alcool, activation du système de l'inflammation et persistance du craving à l'alcool. Ce qu'ils mettent en avant comme hypothèse, c'est que cette consommation d'alcool régulière et importante, très certainement d'ailleurs dans un sous-groupe de sujets, eh bien, a un impact délétère au niveau de la barrière digestive qui va activer par le biais du LPS ou du PGN une cascade inflammatoire. Modulation de l'inflammasome, modulation des TLR4, et par le biais de cette activation, eh bien, vous avez une cascade d'événements qui va conduire eh bien, à l'activation des protéines pro-inflammatoires et qui vont, à ce moment-là, dans leur cascade, comme je vous le présentais tout à l'heure, moduler l'activité d'un certain nombre de fonctions au niveau central, ne serait-ce qu'au niveau catécholaminergique et glutamatergique. Diapositive suivante. Alors toujours dans un travail complémentaire, ils ont en effet été à même de mettre en évidence un lien entre certaines dimensions psychologiques, l'humeur, l'anxiété, le craving à l'alcool, et quoi ? Eh bien, vous le voyez ici, la perméabilité intestinale. Donc vous avez un groupe contrôle en bleu, vous avez un sous-groupe de sujets qui sont considérés dépendants à l'alcool et présentant une augmentation significative de la perméabilité de la barrière digestive, et un autre groupe de sujets qui, eux, malgré une consommation importante d'alcool, ne présentent pas d'altération de la barrière digestive. Et ce que vous voyez, notamment chez les sujets qui présentent cette altération, eh bien, c'est une corrélation étroite. En tout cas, c'est eux qui présentent les scores les plus élevés sur le plan dépressif, anxiété et craving, notamment lors de la prise en charge initiale à T1, mais qui persistent également à T2 lors de la fin de la prise en charge, quelques jours après, pendant la phase de sevrage à l'alcool. Et sur le graphique B, ce que vous voyez, c'est la corrélation qui existe à T1 et qui persiste, c'est la corrélation, entre la perméabilité digestive à T1 et le score de craving à T2. Et on voit que les choses quand même sont assez bien corrélées entre cette perméabilité digestive initiale et la persistance d'un craving même après le sevrage à l'alcool. Alors le lien qu'ils font, eh bien, c'est le lien avec la dysbiose, puisque sur le graphique de droite, ce que vous voyez en particulier chez les sujets qui ont une altération manifeste de la barrière digestive, eh bien, c'est un total de nombre de bactéries qui est diminué par rapport aux sujets dépendants qui n'ont pas cette altération de la barrière digestive et par rapport aux sujets contrôle, quelles que soient les espèces considérées
en termes de bactéries. Donc vous voyez une relation quasiment significative à chaque fois. Diapositive suivante. Alors, lorsque l'on regarde les liens que l'on peut faire entre la consommation régulière d'alcool et les modifications du microbiote, globalement ici, dans cette synthèse, il existe un certain nombre de données qui montrent en effet, sans doute, une toxicité directe de l'alcool au niveau du microbiote et qui va générer une dysbiose avec une modification des bactéries qui sont présentes au niveau du tube digestif et que c'est cette dysbiose qui est sans doute un facteur central à considérer comme élément renforçateur par rapport au comportement de consommation d'alcool, mais certainement dans un sous-groupe de sujets. Diapositive suivante. Alors à partir du moment où on a une situation de dysbiose, bien entendu la question tout de suite qui se pose c'est est-ce qu'on est capable de moduler le microbiote et est-ce que la modulation du microbiote dans cette situation de dysbiose peut avoir un intérêt sur le plan thérapeutique. Ce que vous avez ici c'est un travail chez l'animal qui s'intéresse à quoi ? Eh bien un comportement anxieux qui est le nombre de Rehrings. Alors il a été lié à un comportement de type schizophrénique mais c'est surtout un comportement de stress lorsque le rongeur se met sur les pattes arrière et le nombre de modifications comportementales est corrélé au stress de l'animal. Et ce que vous avez ici sur le graphique en haut à droite, eh bien c'est ce nombre de comportements chez le rongeur stressé versus ce même rongeur qui était exposé à BB536, qui est quoi ? Qui est du bifidobacterium. Donc le bifidobacterium a un impact manifeste sur le comportement du rongeur et qui est non seulement sur le plan modifié, ce comportement, mais qui est corrélé également à un certain nombre de modifications sur le plan biologique, puisque ce que vous voyez à droite, c'est qu'il va y avoir une modification dans les situations habituelles de vie du rongeur stressé, mais dans les situations également où il est exposé à un environnement nouveau, eh bien une réduction des concentrations plasmatiques de cortisol et aussi, vous le voyez en bas, une modification du ratio entre l'acide kynurénique et le tryptophane. Donc on voit bien l'association qui peut exister entre la modification comportementale d'une part induite par ce probiotique et les modifications biologiques. Diapositive suivante. Alors, lorsque l'on regarde un peu la littérature, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en termes de tentatives de modulation du microbiote dans les comportements de mésusage de l'alcool. Donc ici, vous avez en fait les quelques travaux qui existent et qui ont été publiés, donc à partir notamment de l'utilisation d'anti-inflammatoires, d'antibiotiques, de prébiotiques ou de probiotiques, et qui sont corrélés à quoi ? Eh bien, vous le voyez, pour quelques travaux à une modification de la consommation d'alcool, essentiellement à des phénomènes biologiques en termes d'inflammation qui peut être induite, voire de modification des enzymes hépatiques et de l'amélioration de l'activation d'un certain nombre de facteurs, mais globalement, peu de travaux qui sont étroitement et directement associés au comportement même de consommation d'alcool. D'une certaine façon, toujours l'équipe belge se pose la question sur l'impact malgré tout des probiotiques dans la régulation de la dysbiose et dans la modification comportementale des comportements pathologiques liés à l'alcool. Et ça, c'est une vraie question avec peu de réponses aujourd'hui. Diapositive suivante, puisque lorsque l'on regarde les travaux qui sont à l'heure actuelle en cours, donc si on va sur le site américain CT et qu'on interroge la base de données sur les travaux en cours entre mésusage de l'alcool et microbiote, vous voyez 2 travaux à l'heure actuelle, sur un total de plus de 460 études qui sont référencées sur le site, qui ont trait à des stratégies thérapeutiques de l'alcoolodépendance. Et ces 2 travaux en plus sont pour l'un assez spécifique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas directement à une modulation du microbiote, mais à l'effet du mindfulness sur la modulation du microbiote. Et un autre s'intéresse aux interactions entre type digestif et système nerveux central chez les sujets qui sont dépendants de l'alcool. Donc à l'heure actuelle, malheureusement, pas de travaux spécifiques qui s'intéressent à l'impact des probiotiques qui sont développés. Diapositive suivante. Et pourtant, il existe un certain nombre de travaux qui sont développés dans d'autres champs, de la psychiatrie en particulier. Alors pour un champ qui m'intéresse tout spécifiquement, qui est celui des troubles de l'humeur, puisque ce que vous avez ici notamment, c'est la première méta-analyse qui a été publiée l'année dernière à partir de 12 études éligibles et qui montre globalement quoi ? Eh bien, un impact
impact significatif des probiotiques sur la réduction de la symptomatologie dépressive, c'est les sujets qui souffrent d'épisodes dépressifs caractérisés, en particulier chez les adultes jeunes, avec un effet qui serait nettement moins marqué chez les sujets âgés. Et lorsque l'on regarde un travail spécifique publié par un groupe iranien dans une bonne revue, ils se sont intéressés à un cocktail entre lactylobacille, lactobacille et bifidobacterium, administré chez des sujets naïfs de tout traitement qui présentaient un épisode dépressif caractérisé, et ils ont mis en évidence, dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle, un impact significatif de ces probiotiques dans la réduction de la symptomatologie dépressive. Donc véritablement se pose la question de l'intérêt du développement de ces nouvelles stratégies dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies pour lesquelles on aurait pu penser en tout cas qu'il n'y avait pas de lien direct. Diapositive suivante. C'est la raison pour laquelle on se pose également cette question pour la prise en charge de la dépression, notamment dans des populations particulières dans le sens où les psychotropes peuvent avoir un effet délétère par rapport à la pathologie dont ils souffrent, ou particulière sur le plan de la modulation de l'existence d'une dysbiose, voire de l'existence d'un syndrome inflammatoire à bas bruit. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'un partenariat public-privé, on est en train de mettre en place une étude sur la modulation du microbiote par probiotique chez des patients qui souffrent d'un diabète de type 2, mais également d'un épisode dépressif caractérisé, pour voir si on est à même de modifier la symptomatologie dépressive et d'améliorer également le pronostic par rapport au diabète. Diapositive suivante. Alors bien entendu, quand je vous dis ça, ça pose très clairement la question de nouvelles pistes et de nouvelles voies. Néanmoins, je pense qu'il est important de ne pas s'enthousiasmer trop vite par rapport à ce que pourrait apporter le développement de ce type de nouvelles stratégies thérapeutiques, dans le sens où, comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, nous modulons déjà l'activité du microbiote et l'inflammation sans vraiment le savoir, puisque un grand nombre de psychotropes ont des propriétés anti-inflammatoires et modulent un certain nombre de fonctions au niveau du microbiote. Et si l'on regarde ne serait-ce que les antidépresseurs, en particulier les antidépresseurs tricycliques, les antidépresseurs IMAO et surtout les IRS, avec en particulier la sertraline, eh bien, on a une action anti-inflammatoire et une action de modulation d'un certain nombre de bactéries. Donc, à voir ce que ces développements nous diront, mais sans doute, on est sur des populations très hétérogènes, avec des mécanismes distincts, quelles que soient les maladies psychiatriques considérées, et peut-être qu'on arrivera en tout cas, grâce à la définition de sous-groupes de patients homogènes, à améliorer les stratégies thérapeutiques. Je vous remercie de votre attention. Oui. Vous avez assez souvent parlé de probiotiques, mais est-ce que les probiotiques qui ont été utilisés dans les études, en particulier celles iraniennes de l'année dernière, ce sont des probiotiques que l'on voit assez régulièrement proposés dans la consommation courante parce que ça soulève des faux espoirs à mon sens et des prescriptions qui sont pour le moins discutables, alors que ça ne correspond pas forcément aux probiotiques qui ont été utilisés dans les études. Alors, la nature des probiotiques qui sont proposés, je dirais, en vente libre aujourd'hui, elle est très variable. Et globalement, lorsque l'on regarde les quelques travaux disponibles en psychiatrie, mais hors du champ de la psychiatrie, on se rend compte déjà qu'une seule souche, probablement, n'a pas d'effet et qu'il faut associer à ce moment-là plusieurs souches, sans doute différentes, pour avoir un impact sur le plan thérapeutique. Maintenant, qu'est-ce qui est disponible exactement dans le commerce ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des spécialistes qui pourront le dire. Par rapport à ceux que l'on peut utiliser dans des stratégies thérapeutiques, elles peuvent être proches ou éloignées. Alors ça, je ne sais pas. Nous, on va utiliser en tout cas des souches qui ne sont pas forcément disponibles dans le commerce aujourd'hui, d'où l'intérêt de ce partenariat aussi spécifique avec un industriel français qui souhaite le développer dans un certain nombre d'indications. Mais en effet, je pense que la première chose, en tout cas, c'est vraiment à savoir est-ce que ça peut avoir un impact et surtout chez qui parce que très clairement, on ne va pas avoir un effet thérapeutique chez l'ensemble d'une population concernée par une pathologie, mais très certainement, comme je le disais, dans un sous-groupe de patients qui présentent des altérations qui sont probablement impliquées dans l'émergence symptomatique.
J'imagine que la prise de probiotiques a été faite par voie orale. Oui. Qu'est-ce qu'on sait finalement de ce qui reste, entre guillemets, au niveau intestinal par rapport à l'activation vagale, etc. Est-ce qu'on a une idée finalement de type de bactéries, s'il s'agit de bifidus, etc., qui réussit à franchir tout ce qui se passe au niveau de l'estomac pour gagner effectivement le microbiote intestinal? Alors il y a des études qui se sont intéressées à l'évaluation du microbiote avant-après. Et il me semble, en tout cas, que l'effet ne tient pas forcément dans le temps et que globalement, la modulation qu'on induit, eh bien, elle peut disparaître assez rapidement. Après, est-ce qu'il y a des travaux qui s'intéressent directement à... On administre un probiotique au regard de ce qui se passe directement au niveau de l'activation d'un certain nombre de fonctions. Là, pour le coup, non, ça n'a pas été regardé, en tout cas dans ce qui nous intéresse, nous. Ouais, une remarque par rapport à modification du métabolisme du tryptophane, etc., avec les cytokines. Il y a un autre effet qui n'est jamais mentionné ou très rarement, c'est que les cytokines activent des processus de phosphorylation du transporteur de la sérotonine. Et le résultat, c'est qu'on a une activation du transporteur, donc une diminution des taux extracellulaires de sérotonine qui vont dans le même sens, c'est-à-dire une diminution de l'activité du système sérotoninergique. Et l'effet est vraiment très clair. Hein. Et il y a eu une étude faite par Blakely, donc celui qui a cloné en fait le gène transporteur, montrant que sur des souris qui surexpriment le transporteur, on a effectivement des troubles comportementaux. Donc ça suffit pour induire des phénomènes de type dépression, donc simplement par l'activation du transporteur, qui intervient dès qu'on a une production accrue de cytokines pro-inflammatoires. Une dernière question peut-être ? Juste, moi, Emmanuel, je voudrais te poser la question, c'est par rapport à la méta-analyse et notamment l'idée de la modification du microbiote, parce que on parle de modification générale, modification de la perméabilité intestinale. En même temps, mettre des probiotiques, c'est agir sur la flore bactérienne, extraordinairement diverse. Dans la méta-analyse, il n'y a quasiment pas un seul de ces études qui montre des modifications sur les mêmes lignées bactériennes. Oui, tout à fait. Donc, on a l'impression là-dedans de voir des métavisions de très loin et que le niveau de complexité en fait est extrêmement compliqué parce que faire l'approche génétique sur les fesses, c'est regarder vaguement est-ce que oui ou non il y a cette souche présente. Comment tu arrives à faire ce lien entre un effet très général sur quelque chose de très complexe pour lesquels on a forcément une vue terminale et des visions aussi importantes que l'activation des interleukines ou de la TNF-alpha. Comment on peut être aussi spécifique sur les mécanismes inflammatoires et aussi finalement peu capable de se représenter un effet très précisément sur des lignées bactériennes? Je ne sais pas si l'oratrice qui va me succéder va pouvoir répondre à cette question. Oh non, mais... ouais, ou alors vous gardez peut-être vos cartouches pour tout à l'heure. Non, mais... Super, super. Je vais passer maintenant la parole. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présentation qui nous a parfaitement ouvert le sujet. Et je vais passer la parole à Philippe Rougier qui va introduire maintenant les autres orateurs, qui est aussi membre du comité scientifique. Philippe, merci beaucoup. Oui, alors dès qu'on parle du microbiote, on pense quand même beaucoup aux gastro-entérologues qui se sont intéressés depuis quand même pas mal d'années à ce microbiote. Ça a été une approche qui a été un peu négligée au départ et puis qui a pris beaucoup d'importance quand on s'est aperçu qu'en modifiant le microbiote, on pouvait guérir certaines colites graves. Et puis on a vu toutes les conséquences après. Et alors c'est un grand plaisir pour moi d'inviter Cosmin Voican, qui est chef de clinique assistant, mais qui sera bientôt MCU, d'après ce que j'ai compris, ou qui l'est peut-être déjà, qui travaille à l'hôpital Antoine Béclair, dans l'équipe de Gabriel Perlmutter, qui était avant l'équipe de Sylvie Navot. Et c'est une équipe quand même qui, avec beaucoup de courage, s'est attaquée au problème à la fois de l'alcool, de ses conséquences, bien sûr, en termes de maladie, mais également d'addiction et de traitement et de cette approche. Voilà, donc Cosmin va parler, il va nous situer un petit peu le contexte, alcool et microbiote, et ensuite Anne-Marie Cassard, qui est chercheur INSERM à l'U996 à Béclair, ira plus profondément alors, dans les interactions alcool-microbiote, et je pense qu'elle va nous passionner.
Je pense que ce qui est remarquable, c'est la collaboration qu'il y a entre ces équipes de cliniciens et ces équipes de chercheurs, avec un va-et-vient continu. Voilà, alors Cosmine, si vous voulez bien. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour cette introduction. Je vais essayer de vous faire une petite approche clinique de la maladie alcoolique du foie, des hépatopathies cliniques alcooliques, pour essayer de comprendre un petit peu les éventuels débouchés des recherches au niveau du microbiote intestinal, pourquoi on s'est intéressé à ça. Allez-y. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation, je suis encore jeune. Et donc, l'alcool est responsable d'environ 75% des cirrhoses en France. Et la prévalence de la cirrhose alcoolique est entre 1500 et 2000 cas par million d'habitants. Depuis les années 60, la consommation d'alcool est en continue diminution et cela c'est notamment sur une baisse de la consommation de vin. Et cette baisse est également suivie par la mortalité liée à la cirrhose, donc on voit bien que ça diminue, aussi bien chez l'homme et chez la femme. Cette baisse, elle n'est pas seulement liée à une baisse à la consommation d'alcool, elle est probablement liée aussi à une amélioration de la prise en charge, notamment des complications liées au stade tardif des hépatopathies alcooliques. L'attente hépatique liée à l'alcool représente une large palette des lésions qui vont de la stéatose simple, qui est la lésion la plus précoce. Il s'agit d'une accumulation des lipides, notamment des triglycérides au niveau des hépatocytes. Cette lésion, elle est rapidement réversible puisqu'elle peut disparaître après quelques semaines de sevrage. Et puis, plus loin, on peut avoir une hépatite alcoolique aiguë qui est une lésion caractérisée par une inflammatoire, notamment des polynucléaires et des signes de souffrance hépatocytaire, la ballonnisation et la nécrose hépatocytaire. Cette lésion est importante puisque c'est celle qui va augmenter le risque de fibrogénèse et puis de progression vers la cirrhose, qui est le stade en fait final d'évolution des hépatopathies alcooliques. En réalité, chez le même malade, on trouve en général toute cette palette de lésions. C'est un peu didactique ce que je vous ai présenté. Le risque de développer une cirrhose est bien sûr lié à la consommation d'alcool, mais parmi les buveurs excessifs, on voit qu'il y a 1 sur 5 seulement qui développe une cirrhose. Donc, c'est clair qu'il y a des facteurs en plus qui favorisent la survenue de la cirrhose, donc en plus de la consommation d'alcool, et on s'est beaucoup intéressé à ces facteurs. Et parmi ces facteurs, le sexe féminin est un facteur de risque en fait indépendant. Il augmente le risque de cirrhose de manière indépendante pour. Ensuite, le mode d'alcoolisation est également important puisque le fait de consommer des boissons alcoolisées en dehors de repas, type de boissons alcoolisées à la fois, augmente le risque de survenue d'une cirrhose. Ensuite, la surcharge en fer est également un facteur de risque puisqu'on voit qu'une saturation de la transférine supérieure à 40% associée à une consommation d'alcool de plus d'un verre par jour augmente de manière significative le risque de cirrhose hépatique. L'alimentation également a été incriminée comme facteur de risque. C'est des papiers qui sont un petit peu anciens, mais ils se sont intéressés à ça. Il a été montré, par exemple, chez le rat, qu'un excès de consommation des acides gras polyinsaturés augmente la gravité des lésions hépatiques liées à l'alcool. Chez l'homme, la consommation d'acides gras a été associée avec le risque de cirrhose, et la consommation d'hydrates de carbone et protéines, il est inversement corrélé avec le risque d'évolution vers la cirrhose. Ce sont des études épidémiologiques qui ont été réalisées.
Nous avons montré dans le service, il y a déjà une vingtaine d'années, c'est le professeur Navo qui a fait le lien entre le surpoids et la maladie alcoolique du foie. On a montré que le fait d'être en surpoids depuis au moins 10 ans est un facteur de risque indépendant pour la gravité des lésions hépatiques liées à l'alcool. Il s'agit d'une grande étude faite de 1600 patients qui avaient tous eu une biopsie hépatique pour évaluer la gravité des lésions hépatiques. C'était l'époque où on faisait pas mal de biopsies parce qu'on avait moins de tests non invasifs. Actuellement, on en fait un peu moins. Et cette association, cette corrélation entre le surpoids et les lésions hépatiques liées à l'alcool passe probablement par la graisse viscérale, puisque dans ce papier plus récent, nous avons montré que la quantité de graisse viscérale évaluée par la hauteur abdominale est corrélée avec chaque stade de fibrose. Donc c'est probablement la graisse viscérale qui est plus importante dans la survenue des lésions hépatiques liées à l'alcool. Et j'arrive bien sûr au microbiote, mais je n'insisterai pas puisque ma collègue Kassar vous parlera plus. Nous avons montré que chez les alcooliques, il y a une dysbiose et que cette dysbiose elle induit probablement une sensibilité devant l'alcool qui est transférable chez la souris. Donc je passerai parce qu'elle reviendra en détail sur ce sujet. Et ce qui concerne le diagnostic des hépatopathies alcooliques, ce diagnostic est difficile dans les stades précoces puisque la maladie elle est asymptomatique avant la survenue des stades tardives, notamment la cirrhose et l'hépatite alcoolique aiguë et les complications. Pourquoi c'est important de diagnostiquer le plus précocement possible puisque il y a des complications qui surviennent et notamment dans la cirrhose hépatique, on sait que l'incidence du cancer du foie est autour de 3% par an et également la mortalité jusqu'à 3,4% par an et également le risque de varices œsophagien, de rupture de varices, d'hémorragie sur rupture de varices œsophagien jusqu'à 12% par an. Donc c'est important de diagnostiquer de manière précoce la cirrhose pour qu'on puisse prévenir les complications. Et donc, au début, on faisait pas mal de biopsies hépatiques, mais après, le monde scientifique s'intéressait sur les marqueurs non invasifs du diagnostic de cette cirrhose, de cette fibrose hépatique. Et je vous mentionne seulement l'élastométrie, qui est une méthode non invasive d'évaluer la cirrhose, la quantité de fibrose hépatique. C'est le même principe que l'échographie, c'est tout simple à faire. Et nous avons montré dans un papier récent que sur une population de buveurs excessifs, en choisissant par exemple une seuil d'élasticité médiane à 15, on arrive à séparer les malades qui sont à risque d'avoir une cirrhose, donc fibrose avancée, une cirrhose, de ceux qui n'ont pas un risque d'avoir, le risque il est quasi nul, et donc on pourrait les épargner de la biopsie hépatique et on arrive à s'en passer de la biopsie hépatique dans à peu près 40-50% des malades buveurs excessifs en utilisant des tests non invasifs. On n'est pas encore bon pour le diagnostic positif, mais on fait pas mal pour le diagnostic négatif, donc comme test de dépistage, c'est un bon examen. Et une autre stade tardive de la maladie que je voulais mentionner, c'est l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Elle est définie par un score biologique, le score de Madrey supérieur à 32. Pourquoi c'est important? Parce que le pronostic à court terme, il est mauvais. La survie est à 40%, de 40% environ à 3 mois. Et si on ajoute des corticoïdes, on arrive à monter la survie jusqu'à 60%. C'est pas top, mais on arrive à avoir quand même des résultats. Ce diagnostic, jusqu'à ce jour, il est seulement histologique. La confirmation, on peut suspecter sur des signes cliniques et biologiques, notamment l'ictère, la bilirubine qui monte, mais le diagnostic lui-même reste histologique puisqu'on n'a pas de test non invasif suffisamment performant. Et donc, au niveau du traitement, vous voyez que j'ai une seule... je vais passer vite parce qu'on n'a pas trop de moyens thérapeutiques. On s'est beaucoup intéressé sur les hépatites virales. On sait bien, mais et à l'alcool, dans le domaine de l'alcool, on est un peu en retard au niveau de la thérapeutique. On s'est moins bien intéressé. Peut-être l'intérêt grandira avec la disparition de l'hépatite C dans les années à venir. On s'intéresse plus aux hépatopathies alcooliques. Et on voit bien que le moyen, ce qu'on a actuellement, le plus efficace, c'est le sevrage en alcool.
Ce n'est pas toujours facile d'arriver à un sevrage au long terme. Et on voit que pour les patients ayant une cirrhose, la survie à 5 ans est entre 50 et 75% pour ceux qui ne boivent plus, qui arrêtent l'alcool, et qui dépassent rarement 40% pour ceux qui poursuivent la consommation d'alcool. Donc ça, c'est très important, mais on n'arrive pas à bien faire. Et peut-être avec l'étude sur le microbiote, on améliorera la qualité du sevrage. C'est des malades qui essayent à plusieurs reprises, mais chaque fois ils reprennent la consommation, on n'y arrive pas, et puis la maladie progresse. Et en ce qui concerne l'hépatite alcoolique aiguë sévère, on a la corticothérapie qui améliore le pronostic de manière significative, mais ce n'est pas gagné puisque la survie elle passe de 40% à 60% à 3 mois, ce qui n'est pas énorme, mais c'est significatif. Et la troisième option thérapeutique, c'est la transplantation hépatique. Donc on voit qu'on n'a rien de plus pour prévenir les complications, pour traiter cette maladie, prévenir la progression des lésions. Et donc, en conclusion, le sevrage, c'est le seul moyen pour améliorer le pronostic des malades ayant une cirrhose et améliorer les complications. Et la mortalité de l'hépatite alcoolique aiguë sévère est améliorée par le sevrage et la corticothérapie, mais elle reste quand même élevée malgré ça. Et on a besoin des marqueurs pronostiques meilleurs, ainsi que des nouvelles pistes thérapeutiques pour ce malade. Et puis, je laisserai Anne-Marie vous parler des différentes pistes sur le versant microbiote intestinal qui nous semble important, et il y a plein d'espoir là-dessus. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Oui, je pense que oui, peut-être. Voilà. Donc, Marie-Cassard, je baisse grandement. Non, pas vraiment. Pas le même volume non plus. Merci, et merci au professeur Affen. Alors, je ne savais pas trop ce que vous alliez présenter, donc j'ai des diapos qui finalement vous expliquent ce qu'est le microbiote et qui parlent aussi microbiote et addiction, mais je pense que je vais vous le présenter d'une autre façon, et en fonction des questions qui ont été posées, peut-être revenir sur certains points. Donc je vais le faire un peu en live, on va voir ce que ça donne. Donc nous, on travaille, donc, comme ça vous a été dit, la question était de savoir si le microbiote intestinal pouvait être un cofacteur dans la susceptibilité individuelle à développer une maladie alcoolique du foie, et puis si c'était un facteur de susceptibilité, est-ce que ça peut être une cible thérapeutique? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous l'a dit Cosmine, à quantité d'alcool consommé qui va être égale, en quantité mais en durée également, tous les patients, toutes les personnes, tous dans la salle, on est tous inégaux, nous ne ferons pas tous une maladie alcoolique du foie. Il y en a qui vont à des quantités qui peuvent être extrêmement sévères, puisqu'on arrive à voir des patients qui ont une simple stéatose, donc une accumulation de graisse au sein du parenchyme hépatique. C'est on va dire, une constatation bénigne. Il n'y a pas de maladie associée. Des patients qui vont consommer des fois jusqu'à 250 grammes d'alcool par jour. Que vous êtes dans cette association tous conscients, un verre, on va dire 10 grammes, donc c'est des consommations qui sont excessives, et pourtant peu de lésions, ou par contre des patients qui vont développer des lésions sévères. Et dans la mesure où c'est connu depuis longtemps que les patients qui sont alcooliques, et en tout cas qui développent des maladies sévères du foie, ont souvent des taux d'endotoxine élevés, présentent une altération de la barrière intestinale. Les antibiotiques, on sait, sont un facteur d'amélioration des complications hépatiques dans ce type de pathologie, mais c'est vrai au cours de l'obésité également. L'idée de se dire les bactéries du tube digestif peuvent avoir un rôle qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, n'était pas complètement stupide. Diapositive suivante. Et donc, je voulais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le microbiote intestinal. Donc, c'est un peu plus imagé que tout à l'heure. Et donc, il faut savoir que le microbiote intestinal, donc effectivement, ce sont majoritairement des bactéries, mais il y a également des champignons dont on parle peu. Alors maintenant, on distingue microbiote et on sous-entend qu'on parle de bactéries, et le mycobiote. Et
les techniques font qu'on commence à s'intéresser un peu plus à lui parce qu'on commence à savoir l'utiliser, enfin en disant à coût, on va dire, relativement modeste, en tout cas faisable par un labo de recherche pas trop fortuné. Et donc, ce microbiote intestinal, si je ne considère que les bactéries, il faut savoir que c'est un écosystème. On a effectivement au sein de notre tube digestif, donc ça englobe de la bouche au rectum, 10 puissance 14 bactéries, c'est-à-dire effectivement, comme le soulignait mon collègue tout à l'heure, 10 fois plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre organisme, et dans un gramme de fesses, plus de cellules que dans notre humble cerveau. Donc, ces bactéries sont puissantes. Donc, c'est un écosystème, et la concentration va croissante quand on va vers le côlon. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, cet écosystème, il est forcément dépendant de son environnement. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que forcément, il est contraint par la présence d'oxygène ou pas, et le pH, et puis les substrats qu'il va trouver dans la niche digestive. Et on va forcément pas retrouver les mêmes bactéries au niveau buccal, où on a des proportions d'oxygène élevées, un pH, on va dire, à peu près correct, que dans l'estomac, où on a un pH sévère, ou dans le côlon, où là, on va plutôt préférentiellement retrouver des bactéries anaérobies et avec un pH plus physiologique. Et donc, ce microbiote va évoluer. Donc l'environnement, finalement, à chaque niveau de ces segments du tube digestif va être différent en termes de substrat, en termes d'oxygène, mais également en termes d'environnement des autres bactéries, puisque certaines bactéries vont utiliser les substrats de notre alimentation et vont permettre à d'autres bactéries de proliférer. Diapositive suivante. Et donc, les techniques actuelles qui nous permettent d'étudier ce microbiote intestinal, ce sont finalement les ARN qui sont les ARN ribosomiques. On utilise finalement des séquences qui sont, on va dire, un peu universelles à ce niveau-là. Et donc, en fonction de cet ARN, on va pouvoir classifier les bactéries. Alors, c'est là où effectivement la question de tout à l'heure, pourquoi on ne retrouve pas ces lactobacilles, ces probiotiques qu'on donne. Il faut savoir que la technique la plus utilisée actuellement, c'est ce qu'on appelle le pyroséquençage. Ça se place sur une toute petite partie de cet ARN ribosomique. Et les techniques qui sont utilisées, on va dire au coût où elles sont faites, permettent souvent d'aller jusqu'au genre bactérien, mais pas jusqu'à l'espèce. Donc on va vous dire, il y a des lactobacilles. Mais ça ne veut pas dire il y a du lactobacillus reuteri, du Johnsoni, parce que la précision du séquençage est telle qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'espèce. Alors souvent, vous verrez des papiers qui font ça, mais c'est du prédictif. C'est-à-dire que la séquence qui est lue, si on regarde dans les banques de données, la séquence la plus proche, c'est Lactobacillus reuteri, effectivement, souche machin chose. Ça ne prouve pas que c'est... mais on fait la même chose. Hein. C'est parce que à ce coût, voilà ce qu'on peut avoir comme titre d'analyse. Ceci étant, c'est quand même très informatif. Donc, toujours est-il que ce microbiote intestinal est... Emmanuel Haffen l'a dit tout à l'heure, finalement, on va retrouver les mêmes phyla, les grands taxa, un peu de la même manière chez tous les individus. C'est-à-dire que la proportion de firmicutes, qui est finalement, on va dire, 60% de notre microbiote, les bactéroïdes, ces pourcentages vont être globalement à peu près les mêmes chez tout le monde. Mais quand on va regarder au niveau de l'espèce, au niveau de la souche, finalement, on sera tous différents. Et deux souches d'une même enzyme qui nous permettent de digérer ce type d'aliments. Sans ces bactéries, on ne peut pas. On change les bactéries de manière drastique, eh bien, on peut altérer cette fonction. Mais si on regarde des individus, dans le premier cadran, chaque ligne, finalement, c'est un individu différent. Et si on regarde les fonctions associées à côté, on s'aperçoit que les fonctions métabolites, finalement, du global de ce microbiote sont finalement identiques. Sur un microbiote qu'on va dire sain. Alors la question de qu'est-ce qu'un microbiote sain, c'est à voir. Diapositive suivante, je ne sais plus trop où j'étais. Alors je vais quand même dire, ça a été dit, ce microbiote intestinal, on l'acquiert à la naissance.
en provenance de ce microbiote, il va être la résultante de ce qu'on a acquis au moment de la naissance et ce qu'on a rencontré au cours de toute notre enfance, des prises d'antibiotiques plus ou moins répétées. Il y a encore 5 ans, on vous aurait dit une prise d'antibiotiques, votre microbiote est résilient, il va revenir à son état d'origine. Les techniques d'analyse qu'on utilise actuellement nous permettent de dire que finalement, c'est pas si vrai que ça. Une prise, 2-3 prises, finalement, on a induit une dysbiose. Le microbiote est différent. Est-ce qu'on peut vivre avec en bonne santé à savoir. Et ce qui est également important au cours de l'acquisition du microbiote, c'est la séquence d'événements. Votre tube digestif va d'abord être colonisé par des bactéries de type lactobacilles, bifidobacteria, et puis les genres vont se diversifier. Mais il y a une séquence d'événements qui va être importante. Il va peut-être d'abord falloir mettre des bactéroïdes truc-muche, et cette séquence, on a montré qu'elle était importante, en particulier pour le développement des allergies. Donc on sort un peu de notre contexte, et quand on regarde à 6-7 ans, finalement, le microbiote sera identique entre ces enfants. Mais la séquence d'acquisition aura pu modifier les choses. Donc je reviens sur ce que disait Emmanuel Haffen tout à l'heure. Le microbiote intestinal est dans le tube digestif et il est crucial qu'il y reste. Il y a donc une barrière intestinale qui se doit d'être étanche pour éviter qu'il y ait un passage de bactéries. Malgré tout, les produits bactériens peuvent passer. Ces produits bactériens, ce sont les endotoxines, mais surtout les métabolites. Et donc, les métabolites, ils peuvent agir effectivement en termes de récepteurs au niveau de la barrière intestinale via ce système nerveux dont nous a parlé tout à l'heure notre collègue, mais également peuvent passer dans le sang et également agir au niveau de l'épithélium intestinal, que ce soit l'épithélium lui-même ou toutes les cellules immunitaires ou les cellules qui produisent le mucus qui peuvent être présentes à ce niveau-là. Et donc, l'interaction de ce microbiote avec l'hôte, elle va se faire dès cet endroit-là et elle peut agir au niveau de tout l'organisme. Donc, la barrière intestinale, elle est de différentes natures. Donc, souvent, ce qu'on considère, c'est l'étanchéité de la barrière. C'est cet épithélium serré qu'on a entre chaque cellule. Et en fait, c'est pas que ça. Il y a aussi la couche de mucus qui est importante, qui est produite par les cellules à mucus, qui va être dépendante de certaines bactéries. On sait qu'il y a certaines bactéries, comme les bactéroïdes, qui sont finalement utilisatrices de ce mucus, qui peuvent émettre des signaux pour stimuler la prolifération de ces cellules à mucus. Donc il y a un vrai mutualisme entre l'hôte et les bactéries. Il y a les peptides antibactériens qui sont extrêmement importants, qui vont tenir à distance ce microbiote, donc la couche de mucus, les peptides antibactériens. Et il y a toute l'immunité mucosale. Et l'immunité mucosale, c'est les cellules dendritiques, c'est les IgA qui sont produits pour éliminer finalement un trop-plein de bactéries. Ce sont des cellules de l'immunité innée qui vont, entre autres, dépendre du métabolisme du tryptophane. Et donc là, on commence à se dire, oulala, tout ça devient très compliqué. Donc, cette barrière, on sait que dans l'alcool, elle est altérée. D'accord ? L'alcool lui-même va altérer la barrière, mais il y a certainement d'autres facteurs qui vont l'altérer. Diapositive suivante. Voilà. Et donc, on en arrive à ce qu'on a pu faire chez le patient. Et donc, comme dans le service, et à l'époque, c'était Sylvie Navot qui était chef de service, a toujours eu un recrutement de patients alcooliques. L'idée était d'essayer de choisir les groupes. Tous les patients sont alcooliques. Quels patients faut-il comparer pour essayer de voir des choses ? Et donc, le choix a été fait de comparer dans ce qu'on appelle NOAH, des gens qui n'ont pas d'hépatite alcoolique, qui vont présenter éventuellement une stéatose, éventuellement des cirrhoses compensées. Donc il y a eu des épisodes d'hépatite alcoolique, mais au moment où ces patients sont recrutés, ils n'ont pas d'hépatite alcoolique. Des patients qui sont NS pour non sévère hépatite alcoolique, donc qui sont en épisode d'hépatite alcoolique. Et puis les patients dont parlait Cosmine tout à l'heure, les patients qui ont une hépatite alcoolique aiguë sévère, avec un risque vital engagé et à qui il va falloir mettre des corticoïdes. En général,
général, c'est associé donc à un score de Madray qui est supérieur à 32, donc avec une défaillance hépatique associée, et on confirme par une biopsie le score d'hépatite alcoolique. Et donc, on a regardé le microbiote intestinal de ces différents patients. Ce qui est un problème, c'est bête, hein, mais dans ce genre d'études, ces patients arrivent avec des infections, souvent, ils sont tout de suite mis sous antibiotiques. Donc, c'est difficile parce que, du coup, on ne peut pas recruter ce patient. Donc, c'est assez lent. Comme recrutement, parce que on ne va pas dire aux patients, écoutez, on va attendre 2 jours pour vous traiter aux antibiotiques, histoire de récupérer des selles non traités aux antibiotiques. Toujours est-il qu'en faisant ce genre d'analyse, donc là je vous montre 4 genres bactériens, on a pu montrer que effectivement ces patients n'ont pas le même microbiote intestinal. Et pourtant, ils consomment des doses d'alcool qui sont identiques. L'alcool étant un substrat très particulier, il modifie à lui seul le microbiote. Donc, il y a une dysbiose qui est associée à la sévérité des lésions. La question, c'est est-ce que c'est une cause de la pathologie, puisque ces patients sont à un stade sévère de la maladie, ou est-ce que ça peut avoir un rôle causal? Donc, diapositive suivante. Et donc, pour faire ça, on utilisait donc, les souris de germe-free, les animaux axéniques dont on vous a également parlé tout à l'heure. Donc, qui sont des souris nées sous bulle, sans germes du tout. Donc, c'est pas des enfants bulles qu'on met à l'abri de quelques pathogènes, c'est des souris qui naissent stérilement, qui sont vraiment zéro bactérie, dedans, dehors. Et donc, on peut transplanter à ces souris un microbiote, alors soit un microbiote murin, soit un microbiote humain. Et lorsqu'on fait ça, forcément, on va pouvoir avoir une idée du rôle causal de ce microbiote. Donc on a, dans nos expériences, transplanté ces souris avec un microbiote de patient qui était alcoolique, mais ne développait pas de lésion d'hépatite alcoolique, et puis le microbiote d'un patient qui présentait une hépatite alcoolique aiguë sévère. On alcoolise les souris, ce qui n'est pas forcément très aisé, mais on y arrive. Et on s'aperçoit que les souris transplantées vont développer des lésions différentes, et en tout cas des lésions beaucoup plus sévères dans le groupe de souris qui a reçu le microbiote du patient ayant des lésions sévères. Donc il y a une vraie causalité de ce microbiote. Il ne fait pas tout, hein, on est d'accord, mais il participe à la gravité des lésions hépatiques, et donc on a vraiment une susceptibilité à cause de ce microbiote. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, j'ai celle d'avant, s'il vous plaît. Je vais faire une petite aparté parce que j'ai pas été trop sur les métabolites, je savais pas trop jusqu'où aller. Chez ces souris, alors sur les souris juste avant, on a regardé les métabolites. D'une manière, on peut regarder les choses avec un a priori en cherchant que ce qu'on veut, ou sans a priori. Et quand on a fait ça, avec une méthode sans a priori, finalement, les métabolites les plus discriminants qui ressortaient chez ces souris qui étaient malades ou pas malades, on va le faire simplifier, c'était les acides biliaires. Donc les acides biliaires, quand on travaille sur le foie, on sait que c'est assez important. Et les bactéries sont largement impliquées puisque le foie produit les acides biliaires primaires. Et pour ceux qui auraient un petit peu oublié, les acides biliaires, c'est ce qui va permettre, on va dire, de digérer les graisses au niveau de la digestion, mais pas que. Et donc, ces acides primaires sont produits dans le foie et puis sont métabolisés dans le tube digestif par les bactéries intestinales, transformées en acides biliaires secondaires. Et puis, il y a un cycle entérohépatique qui sont réabsorbés et ça tourne un peu en boucle. Et il y a de nombreuses enzymes qui sont produites par ces bactéries et qui sont essentielles pour le métabolisme des acides biliaires. Et il faut savoir qu'effectivement, chez les patients qui ont des cirrhoses, les acides biliaires sont modifiés. On a plus de primaires, un peu comme si le microbiote faisait pas son boulot. Il n'y a plus de secondaires. Et donc, on a vraisemblablement quelque chose qui est important à ce niveau-là, sachant que les acides biliaires, c'est pas seulement des
digéreurs de graisse, on va dire, mais également des molécules qui vont permettre de réguler l'utilisation des nutriments. On a des récepteurs aux acides biliaires, ils sont de plusieurs sortes, et ils vont au niveau hépatique moduler le métabolisme des glucides et des lipides. Donc on a une vraie boucle de relations. Et alors, ça va peut-être un peu compliquer les choses. Ils agissent aussi sur un facteur qui est le FGF21, dont on suppute à l'heure actuelle qu'il pourrait participer à l'appétence qu'on a face à l'alcool, justement. Face au sucre, ça c'est sûr, mais face à l'alcool également. Donc, pour poursuivre nos petites expériences, parce qu'on a montré qu'il y a une dysbiose chez les patients alcooliques, ayant une maladie sévère ou pas, on montre qu'il y a une causalité, ok, et maintenant on en fait quoi de tout ça? L'idée c'est, est-ce qu'on peut moduler ce microbiote intestinal et corriger la maladie alcoolique du foie? Donc fort heureusement, nos petites souris aussi sont susceptibles à l'alcool. Et en fait, c'est des histoires d'animalerie, pour les gens qui font un peu d'expérimentation animale. Des fois, des collègues ne trouvent pas les mêmes résultats que nous. Et en fait, il y a une très forte pression du statut sanitaire, de type de croquettes qu'on peut utiliser dans une animalerie, mais du type de sure. La sure, c'est de la cellulose, c'est une fibre qu'adore le microbiote intestinal. Et en fait, il se trouve qu'on faisait des expériences dans différentes animaleries. Dans une animalerie, on alcoolisait nos souris. Et ben, elles allaient très bien, le foie nickel. On a refait les expériences plusieurs fois. Toujours le foie nickel. Et dans l'autre animalerie, nos souris étaient malades. On avait des souris qui venaient du même fournisseur, on avait des lots de régime alcool qui étaient faites en même temps, donc on a refait plusieurs expériences. Et en fait, on a vraiment des souris qui sont protégées dans un cas. Et donc, pour essayer de prouver qu'il y avait une vraie relation, évidemment, elles n'ont pas le même microbiote intestinal. En fait, j'aurais dû rajouter cette diapo avant. Il est modulé par l'alcool, c'est-à-dire que les souris, avant même de leur donner l'alcool, ont un microbiote qui est un peu différent. On leur donne l'alcool, l'alcool change le microbiote, c'est un substrat particulier, mais il reste différent. Et donc, quand on prend le microbiote de ces souris protégées et qu'on le donne aux souris malades, eh bien, on prévient la pathologie. Donc, on a vraiment un rôle de ce microbiote, sachant qu'en plus, là, on n'est pas chez des animaux axéniques, on est chez souris conventionnelles qui ont un microbiote. On leur donne un autre microbiote, on est capable de prévenir la maladie. Alors c'est compliqué de donner un microbiote et donc quand même on voyait des variations de bactéries qui étaient de type, c'était un genre qui s'appelle les bactéroïdes. Ce sont des bactéries qui sont très affines pour les fibres et la littérature nous disait que peut-être la pectine, qui est un substrat très apprécié de ces bactéries, pourrait faire quelque chose. Donc, outre la fécalothérapie avec le microbiote des souris résistantes, on a donné de la pectine à nos souris sensibles en se disant est-ce que ça va protéger le développement des lésions hépatiques? Et donc, c'est ce que je présente sur ces données. Donc, les premières souris sont les souris qui résistent à l'alcool. Enfin, elles le boivent, mais elles n'ont pas de maladie du foie. La deuxième image, c'est les souris qui sont sensibles. Donc, ils ont une pathologie hépatique. Le FMT, c'est la fécalothérapie. Donc, quand on donne à ces souris le microbiote des souris résistantes, elles ne font pas de lésions hépatiques. Et de la même manière, quand on leur donne de la pectine, elles ne font pas de lésions hépatiques. Donc, on a vraiment quelque chose qui permet de dire, en contrôlant ce microbiote, on prévient la maladie alcoolique du foie. Diapositive suivante. Parce que on prévient parce que la pectine, comme la fécalothérapie, ont été données avant toute alcoolisation. Donc, quand on est chez le patient, on n'arrive jamais à ce stade-là. Donc, c'est bien, mais il faut pouvoir être curatif, on va dire. Donc, on a refait des expériences où là, on a alcooliser nos souris et ensuite traiter à la pectine. Et on a les mêmes effets au niveau hépatique. Et là, je vous ai montré une photo du côlon. Moi, j'ai montré des images. Je suis désolée, j'aime bien. Il y a des couleurs. Et donc, ce que vous voyez en dessous, donc, c'est un épithélium colique. Ce sont des cryptes. Et les petites billes bleues, c'est les cellules à mucus. Et donc, on s'aperçoit dans la première image qu'il y a des cellules à mucus dans un intestin dans un intestin de souris qui n'est pas alcoolisé. Il y en a moins dans une souris alcoolisée, on n'est pas les seuls à le voir, c'est quelque chose qui est connu. Et la pectine va favoriser cette production de mucus au niveau colique et donc
vraisemblablement participer à la protection du développement des lésions hépatiques. Ça restaure également les peptides antimicrobiens. Je vous ai dit que les bactéries, il faut les tenir à distance. Donc l'épithélium produit des peptides antibactériens. On sait que dans l'alcool, cette production est diminuée. La pectine, tout comme la fécalothérapie, permet de restaurer des niveaux de peptides antibactériens qui sont satisfaisants. Donc c'est vrai que l'idée du passage de bactéries pour participer à l'altération des lésions hépatiques est confortée par ce type de résultats. Diapositive suivante. Voilà. Et donc là, j'en arrivais justement aux choses qui pouvaient intéresser, mais qui ont déjà été décrites par mon collègue. Nous, ici, pour l'instant, ils sont des grands spécialistes du microbiote, des grands spécialistes des pré- et des probiotiques, et donc qui ont fait ce travail intéressant. Et donc, je ne vais pas revenir dessus, je vais passer, parce que du coup, ça a déjà été décrit. Je vais juste revenir un petit peu là-dessus pour aller un petit peu plus loin et complexifier la chose, je suis désolée. Et donc, effectivement, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un microbiote qui était différent chez les patients qui arrivaient à se sevrer de ceux qui n'y arrivaient pas. Donc là, ici, on a spécifiquement trois genres bactériens. Alors, F. prosnitis, c'est une espèce, c'est un Clostridium dont on a montré qu'il avait des capacités anti-inflammatoires, et particulièrement dans des pathologies comme la maladie de Crohn. Alors, c'est un Clostridium anaérobie, très compliqué à cultiver, mais nos collègues de l'INRA y arrivent assez bien. Et puis, des bifidobactérium et des lactobacillus, qui sont effectivement plutôt réaugmentés chez les patients qui arrivent à se sevrer. D'où l'intérêt de se dire ces bactéries pourraient être utilisées en termes de traitement. Et ici, vous avez les métabolites. Ils avaient regardé un peu les métabolites qui étaient produits par les bactéries, donc ce qu'ils retrouvent au niveau fécal, et on voyait bien une différence également, et ils tombaient effectivement sur des métabolites du tryptophane. Le tryptophane, c'est pas simplement la sérotonine. En fait, il y a plein de voies. Il n'y a pas que l'IDO, une enzyme. Et donc, en fait, on a tout un panel de métabolites qui, forcément, quand l'un est produit, l'autre l'est moins. Donc, il y a tout un équilibre qui peut se jouer. Et ça se fait beaucoup par les bactéries. Et entre autres, il y a un certain nombre de lactobacilles qui sont assez spécialistes dans la production de ces métabolites issus du tryptophane. Et donc, l'idée est d'essayer de comprendre quelles sont les bactéries qui pourraient être impliquées et peut-être de cibler celles-ci pour essayer de définir alors un probiotique. Juste un mot sur les prébiotiques et probiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est les substrats, ça pourrait être la pectine, par exemple, et les probiotiques, c'est les bactéries. Un probiotique, c'est une bactérie qui, donnée en quantité suffisante, va avoir un effet global bénéfique sur quelqu'un qui est en bonne santé. Donc c'est laver blanc, plus blanc que blanc. Est-ce tout le monde le fait, et moi la première, on parle de probiotiques dans les pathologies. Je ne suis pas sûre qu'on puisse finalement garder cette appellation, et je sais qu'avec Laure Pinzel, le labo de Nathalie Delzen, sur les appellations de ce type de molécules, de bactéries, c'est un grand problème en termes d'application santé derrière, d'allégation santé ou justement d'AMM, enfin, c'est difficile. Et donc, du coup, pourquoi on les utilise, ces probiotiques ? Parce qu'ils ont déjà prouvé leur innocuité chez l'homme. Donc, forcément, il peut y avoir un usage à très court terme applicable chez le patient parce qu'ils ont prouvé cette capacité d'innocuité. Mais c'est peut-être pas forcément les plus performants pour traiter, que ce soit l'addiction, la dépression ou les maladies alcooliques du foie. D'où l'idée d'essayer de se dire, essayons de chercher au sein de ce microbiote qui est protecteur, qui est corrigé, les bactéries qui sont spécifiquement impliquées. Sachant que ce n'est pas forcément la bactérie elle-même qui va avoir un effet, mais les métabolites qu'elle produit qui auront un effet sur d'autres bactéries. Et c'est là où il faut toujours essayer de se replacer dans la notion d'écosystème. Diapositive suivante, je crois que voilà, j'arrivais au bout. Donc l'idée, là avec la pectine, on tape sur le microbiote. Alors on va favoriser la croissance de certaines espèces parce qu'elles sont utilisatrices de substrats, mais elles vont finalement moduler tout l'écosystème. Et l'idée avec des substrats comme la pectine, parce que prébiotique c'est pareil, prébiotique il faut que ça ait fait ses preuves d'avoir un effet bénéfique sur l'hôte.
au même titre que les probiotiques. Et donc actuellement, des vrais prébiotiques qui ont le droit à ce terme, il y en a 3. C'est l'inuline, le fructo-oligosaccharide et le galacto-oligosaccharide. Souvent, dans les publications, même scientifiques, on peut trouver le terme de prébiotique pour tout ce qui est fibres. Et je suis la première à le vendre comme ça, parce que c'est plus vendeur. Mais en l'occurrence, la pectine n'a pas fait ses preuves de prébiotiques. Mais c'est tentant pour ce type de molécule de se dire, c'est pareil, c'est de consommation courante, il y a une innocuité réelle chez le patient. Est-ce que ça pourrait pas être proposé à plus ou moins court terme? Alors, soyons réalistes, aux doses où on le donne, il y a des petits effets secondaires. C'est une fibre, ça va dans le côlon, ça fermente. Donc, ça ballonne, ça fait des gaz. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver un compromis entre une possibilité d'usage chez le patient, sans trop d'effets secondaires, et un effet majeur au niveau hépatique. Et puis, effectivement, après, l'idée, c'est d'aller isoler des souches, des espèces bactériennes qui vont spécifiquement être intéressante dans la maladie alcoolique du foie pour ce qui me concerne. Et là, c'est vrai qu'aller étudier les microbiotes qui sont associés au profil protégé est particulièrement important. Et donc, c'est vrai que... alors moi, je travaille avec un médecin, et c'est vrai que dans l'alcool, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a toujours une connotation très négative. On dit, les patients, ils ont qu'à arrêter de boire. Moi, je dis, les fumeurs, ils ont qu'à arrêter de fumer, et les gros, ils ont qu'à arrêter de bouffer. Voilà. C'est pas éthique pour un médecin de dire écoutez, je peux rien pour vous, arrêtez de boire. Il faut faire quelque chose. Et donc c'est vrai que chez des patients qui sont suivis, qui sont peut-être pas au stade d'hépatite alcoolique aiguë sévère, parce que là on est un peu tard pour intervenir, mais ceux qui ont des épisodes d'inflammation hépatique, leur dire voilà, est-ce que la pectine pourrait être un complément alimentaire, puisque là ils sont en échec de sevrage thérapeutique. Donc ce serait plutôt assez agréable en termes de prise en charge des patients. Diapositive suivante. Alors ça, c'est l'aspect prébiotique, probiotique. On se dit c'est peut-être envisageable à court terme. Mais vous l'avez vu, toutes ces bactéries, donc ces substrats qui favorisent certaines bactéries, et ces bactéries produisent des métabolites. Et je l'ai vaguement dit, mais Emmanuel Haffen l'a très bien dit aussi, tous ces métabolites vont activer un tas de cellules, vont jouer un rôle à distance via le sang, via des activités de récepteurs neuronaux. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ce qu'ils font, ces métabolites, lesquels sont vraiment impliqués et ce qu'ils font pour essayer de taper sur des cibles, on va dire, peut-être plus pharmacologiques. Donc, est-ce que les acides biliaires, dans la maladie alcoolique du foie, pourraient être une cible? Les récepteurs, en particulier, de ces acides biliaires? Ou est-ce que dans le récepteur des métabolites du tryptophane, qui en a un, c'est le récepteur aux xénobiotiques. Donc dans le foie, il est aussi très important puisqu'il perturbe le métabolisme de l'alcool, pourrait être impacté sur certaines cellules et lesquelles. Et donc, étudier tous ces mécanismes, c'est important pour dégager peut-être d'autres cibles thérapeutiques qui pourraient peut-être être utilisées de manière concomitante. Et donc, bien évidemment, l'addiction pourrait nous intéresser, mais là, c'est tout un projet. Je ne dis pas que c'est pas... On a eu un peu de mal avec les addictologues de Béclair pour l'instant, donc... ce serait intéressant de faire ça, mais là, on n'est pas dans le type de protocole qu'on utilise actuellement, puisqu'on fait du force feeding, en fait. On propose de l'alcool et ils n'ont pas le choix, les souris. Donc, voilà. Diapositive suivante. Voilà. Et puis tout ça se fait grâce à un tas de gens, et en particulier le service hospitalier, parce que, voilà, on trimballe nos prélèvements entre le service et l'équipe de recherche pour transplanter chez les souris ou pour étudier les bactéries. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Cosmine, rejoignez Anne-Marie Cassard. Et alors, j'ouvre la discussion. Qui voudrait poser une ou plusieurs questions sur... Ça va pas. Bon, merci beaucoup pour effectivement ces deux exposés absolument excellents. Vous avez parlé de fécalothérapie. Où est-ce qu'on en est actuellement pour le traitement, par exemple, de la maladie alcoolique du foie, mais aussi d'autres pathologies comme la maladie de Crohn ou ce genre
d'inflammation avec finalement des conséquences. Alors, il y a une indication thérapeutique qui est admise, hein, c'est les infections à Clostridium difficile. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement fait, alors en routine dans tous les hôpitaux, peut-être pas, mais en tout cas dans un certain nombre de centres. Pour la maladie de Crohn, et je pense aussi la rectocolite hémorragique, il y a des essais cliniques en cours. Et bon, pour ceux que je connais, parce que je les connais bien, à Saint-Antoine, ils ont des choses en cours, mais également ailleurs. Pour la maladie alcoolique du foie, donc quand on va sur ce super site où on voit tous les essais cliniques, il y avait un essai clinique sur l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Je pense que c'est un stade où c'est non seulement trop tard pour ma part, trop tard d'intervenir, voire dangereux, parce qu'on a des gens qui n'ont plus de barrière intestinale, aller leur mettre des bactéries qu'ils n'ont jamais vues, moi je serais médecin, je le ferais pas. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres essais cliniques pour la maladie. Oui, en fait, l'idée, c'est, je reviens sur l'hépatite alcoolique aiguë sévère, on arrive après la bataille, on ne pense pas que l'hépatite, je ne vous ai pas mentionné, mais on sait bien que l'hépatite alcoolique aiguë sévère, dans plus de 90% des cas, survient sur une cirrhose déjà existante. Donc les lésions, ils sont trop avancées, on n'a pas retrouvé on se bat dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver un moyen thérapeutique. Dans le service, il y a un essai clinique de Madame Navo qui avait testé les anti-TNF dans l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Ça a été arrêté précocement parce qu'en fait, on augmentait la mortalité par le biais de risques infectieux. Les Américains, ils ont fait le même essai, mais ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont conclu qu'ils meurent plus dans le risque, dans les patients traités. Donc, on arrive un peu après la bataille. Il faut probablement agir un peu précocement, donc pour prévenir les lésions. Il n'y en a pas d'essai là-dessous. Nous, on avait essayé, j'avais déposé l'année dernière un PHRC c'était plutôt pour l'addiction, en fait, les patients qui étaient un peu addictifs, mais de manière récurrente, ils n'avaient pas d'autre option. Et l'idée, c'était de voir si on arrive à l'améliorer. Il y avait le vrai rationnel de l'équipe belge, et puis sur le versant hépato, il y avait le rationnel lié au résultat du service. Je pense que on n'est pas encore prêt à accepter la transplantation. Ça n'a pas été retenu. On est encore c'est encore précoce dans la mentalité des gens. Je pense que ce n'est pas encore facile à accepter cette approche dans la maladie alcoolique du foie, malgré le fait qu'il y a quand même dans des TFI, il y a des, je pense de mémoire, il y a des essais en cours. Donc pour l'instant, il n'y en a pas dans la maladie alcoolique du foie. Oui, je voulais vous remercier aussi pour vos deux exposés. Et je voudrais insister sur le fait que vous avez repris finalement l'idée de Sylvie Navo, c'est-à-dire qu'on a parlé des probiotiques, mais maintenant des prébiotiques, et vous avez commencé par la pectine, mais est-ce que vous continuez, puisque vous avez montré qu'il y avait une association favorisante quand il y a un excès de poids, et donc probablement quand même quelques aspects de supplémentation en graisse et puis en sucre, et donc il serait logique de regarder si il y a un effet des lipides et des glucides sur le microbiote et l'alcool, et également, je pourrais le dire quand même au niveau thérapeutique, puisqu'on a montré maintenant, vous avez parlé, là, c'est Voikan qui en a parlé, de l'alcool comme seul thérapeutique à moyen et à long terme. Il serait logique, à mon sens, d'y associer également la nutrition et l'activité physique. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est un autre aspect sur lequel je voulais insister. Pour vous, ça vous paraît banal, mais je pense que dans la société en général, les probiotiques maintenant prennent une place considérable. Ils sont très largement utilisés parce que les gens disent microbiote, donc c'est bon. Et il faut alerter, à mon sens, sur le fait qu'il y a très peu d'études qui maintenant sont vraiment utilisables, comme pour les Clostridium, dans la prescription avec une démonstration d'efficacité, et que le reste tout à fait à démontrer. Et par contre, dans les prébiotiques et les comportements, il y a beaucoup à faire. Alors, que répondre à cette question ? Alors, effectivement, en comportement alimentaire, là, je pense qu'effectivement, les fibres... Alors, c'est amusant parce qu'en fait...
quand on regarde finalement l'alimentation humaine, il y a encore des milliers d'années, le pourcentage de fibres dans un repas, finalement, c'était près de 60% de fibres. Là, je pense qu'on est moins de 10%, et encore, ça, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu raisonnables. Donc, c'est vrai qu'on a totalement, on va dire, moduler notre microbiote intestinal. Il est dépendant de ces fibres, et donc forcément, on n'a plus du tout le même microbiote intestinal, et l'alimentation, on sait que ça joue un rôle, c'est clair. Alors moi, je suis convaincue, comme vous, que les probiotiques ne vont pas résoudre. Je mange trop, je fais tout trop, et puis je prends ma petite gélule le matin, tout ira bien. Je pense que effectivement, non, ça va pas le faire, ça va pas suffire. Et il faut savoir que le microbiote n'est qu'un cofacteur, mais il est dépendant de tellement d'autres choses que ça ne va pas suffire. Dans la remarque de Patrice, il y avait quelque chose qu'on peut peut-être rebondir, c'est l'activité physique. Est-ce qu'on a regardé l'influence de l'activité physique sur le microbiote ? Parce que je peux dire, moi, la cancérologie, dans un domaine que je connais, c'est époustouflant de voir les taux de réduction de risque de cancer du sein, du côlon, etc., en fonction de l'activité physique. Et quand on avait fait alcool et sport, on voyait bien, l'année dernière, tout ce que le sport et l'activité physique étaient capables de générer comme transmetteurs, modifications métaboliques, etc. Alors, je réfléchis, je me demande s'il n'y a pas quand même quelques papiers, mais toujours est-il que nous, justement, on avait une étude, c'est une ANR qui n'a pas été acceptée l'année dernière, donc voilà, où l'idée était effectivement de regarder l'impact de l'activité physique, et puis un certain nombre de traitements en fonction de l'alimentation et des choses. C'était quelque chose en collaboration avec un collègue, donc on ne l'a pas encore fait, bien évidemment. Je crois qu'il y a des choses, peut-être vous pouvez, je ne sais pas si vous avez mieux, mais il n'y a pas 50 000 trucs. En tout cas, l'activité physique génère un certain nombre de cytokines et de protéines type résine ou autres qui semblent bien avoir une action au niveau cellulaire. D'abord une petite remarque sur la pectine, c'est super. Ça va être un peu compliqué de faire abandonner la cacahuète avec l'apéritif qui est du sel et du gras pour une pomme. Donc l'idée, c'est effectivement super. On voit qu'il y a du boulot au niveau nutritionnel pour arriver à changer l'idée de habituer les consommations d'alcool avec des choses qui protègent au lieu qui aggravent. Clairement, c'est un peu challenge, mais c'est hyper intéressant. Une remarque juste sur les aspects additifs, parce que clairement, on comprend assez bien et facilement la modification de la perméabilité de la barrière intestinale, l'arrivée de pro-inflammation qui peut favoriser les hépatopathies alcooliques. Là où c'est un peu plus compliqué à comprendre, c'est sur le comportement addictif, c'est-à-dire la consommation d'alcool. Ce que vous avez montré là par rapport notamment au succès du sevrage, qui j'imagine veut dire juste là la capacité à maintenir l'abstinence. Oui, voilà, 3 semaines. C'est pas exactement pareil. Le sevrage, en général, tout le monde y arrive à peu près. Ce qu'il faut, c'est arriver à maintenir l'abstinence. On est là dans un comportement et dans l'efficacité qu'on peut démontrer, c'est-à-dire la capacité à maintenir l'abstinence, il va dépendre d'un tas de facteurs, dont notamment l'exposition à l'alcool elle-même. Et donc, quand on parle d'efficacité expliqué par le microbiote d'un maintien de l'abstinence, on a toujours un peu peur de se dire est-ce qu'on n'est pas simplement un reflet indirect de la modalité de consommation, du type d'alcool, du dosage d'alcool, de l'ancienneté de la consommation d'alcool, parce que autant les pro-inflammatoires ont des effets neurotropes, il n'y a pas de doute là-dessus. De là à l'imputer sur une capacité à maintenir l'abstinence, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que vous avez des idées plus précises ? On va dire que c'est une idée princeps. Moi, je trouve que leur travail, il a le mérite d'exister. C'est que 3 semaines. C'est dans un contexte où les patients, de fait, étaient sous contrôle. Oui, quand même. Bon, il y en a quand même qui ont échoué. Donc, voilà. Et puis, je pense que ça fera pas tout. C'est comme le probiotique. Mais ça peut peut-être être un support. Et puis, voilà, au niveau de la compréhension. Et alors, pas que l'alcool, pas que les bactéries, mais il n'empêche. Alors moi, je suis pas neuro. C'est compliqué la neuro. Enfin, tout est compliqué en fait. Mais dans l'addiction, il n'y a pas qu'un métabolite, il n'y a pas qu'une seule voie. Et pour revenir au métabolite du tryptophane, c'est quand même intéressant. Au niveau de l'intestin, ça passe au niveau des cellules de l'immunité mucosale. Donc là, on tape sur l'immunologie. On se dit ok, là, on commence à partir un peu loin pour la dépression, mais peut-être pas.
ce récepteur AHR dont j'ai vaguement parlé, finalement, va moduler les quantités de FGF21 qui vont agir au niveau métabolique et qui peuvent aussi agir sur la satiété. Alors, on monte pour tout ce qui est nutrition, mais justement, ça pourrait jouer. Alors, c'est sur les carbohydrates essentiellement, mais l'appétence ou le facteur de satiété vis-à-vis de l'alcool, et je pense que peut-être M. Haffen l'expliquerait mieux que moi. Et donc, c'est une voie peut-être sur laquelle on peut taper, mais peut-être ça peut aider. Et je pense qu'on est loin d'avoir compris toutes les voies métaboliques dans lesquelles le microbiote peut se trouver engagé, y compris en termes d'addiction. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet fabuleux, mais complexe. Moi, j'ai quand même une question qui se pose à moi. Bon, on a vu que l'alcool, barrière intestinale, toxines, etc., réaction pro-inflammatoire, inflammation, était une cascade qui pouvait conduire à la fois à la maladie alcoolique du foie et à la fois à un certain nombre d'altérations de l'humeur, etc. Mais je voulais savoir si c'était les mêmes chez les mêmes patients. Est-ce qu'on a regardé chez le même patient ou si les deux cibles étaient atteintes, et puis il y a d'autres cibles de l'inflammation, bien sûr, parce que, alors c'est très vieux comme notion, mais nous on avait chez le patient alcoolique les patients qui faisaient les complications hépatiques, puis ceux qui faisaient les complications neurologiques. Et bon, peut-être tu veux réagir là-dessus, mais... Je voudrais compléter, c'est par hasard, est-ce que vous avez regardé chez les microbiotes qui ont une maladie alcoolique hépatique sévère, avec ou sans dépendance? Est-ce que le microbiote est semblable? Avec ou sans... Ils sont, là, la question est ils sont tous... En fait... On les prend, tous ceux qui font une cirrhose alcoolique ne sont pas dépendants. Alors, ça reste... En fait, on n'a pas... On sait pas trop, en fait... Dans la cohorte du service, on ne s'est pas trop intéressé à la dépendance à l'alcool. On a pris des patients en général avec une consommation excessive, indépendamment de leur degré de dépendance. Mais c'est possible que ça soit différent, parce qu'on a déjà regardé par exemple des malades qui développent une hépatite alcoolique aiguë sévère et ceux qui développent par exemple une pancréatite alcoolique, et leur microbiote est différent. C'est possible que ça soit un microbiote qui favorise certaines complications de l'alcool, qui n'est pas forcément la même entre deux complications. Ils sont tous dépendants. Normalement, ils sont dépendants. Ils ne sont pas abstinents. Non, les travaux n'ont pas fait le lien, en tout cas, entre la maladie hépatique alcoolique et la dépendance à l'alcool. Il n'y a pas de résultat, là, pour le coup, puisqu'ils n'ont pas regardé. Le craving, quand même, il y a une mesure. Oui. Uniquement. Il n'y a pas de travaux là-dessus, en fait, non. Oui, sauf oui, mais ils n'ont pas regardé si ceux qui ont dépendance... On n'avait pas d'indication sur la maladie alcoolique. Oui, tout à fait. Et nous, on n'a pas fait de Philippe, tu veux conclure peut-être? Alors bon... La conclusion d'abord, c'est qu'il faut remercier nos trois orateurs parce que je crois qu'ils nous ont apporté leurs compétences et leur expérience et nous ont éclairé sur un sujet compliqué, tellement il est multifactoriel. Mais ils nous ont montré qu'il y avait une approche possible, qu'on pouvait aller de l'expérimentation à la clinique. Il faut remercier la Fondation de recherche pour l'alcool, bien que ça soit nous. Je crois que cette recherche permanente de comprendre un peu mieux quels sont les effets de l'alcool et comment les expliquer, les traiter, les prévenir et permettre que nous vivions mieux. Voilà, je me reste à vous remercier tous d'être là, au nom de Philippe Gorwood, qui est le président du conseil scientifique. Et puis voilà, je vous annonce le cinquième café des chercheurs l'année prochaine, mais je n'en connais pas encore le thème. Merci. Voilà. Je
Je dois y aller. Allez-y. Si vous avez des frais quelconques, vous me dites. Si vous avez un taxi ou autre pour rentrer, non Le ticket de RER, ça va. On doit Oui, moi j'aime beaucoup le RER. C'est bon, on est offert.